Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrectibles. Vous êtes chaque semaine toujours plus nombreux à nous suivre sur notre chaîne YouTube, mais aussi sur notre chaîne Les Incorrectibles Plus sur Utréon, où vous pouvez donc nous soutenir. Donc un grand merci, car c'est grâce à vous et uniquement grâce à vous que l'on peut produire chaque semaine ces nouvelles émissions. Alors notre nouvel invité est un journaliste, nous sommes nous aussi un petit peu dans l'entre-soi, mais un journaliste particulièrement incorrectible. C'est la première fois que nous le recevons sur ce canapé orange. Il s'appelle Pierre Jovanovic. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes journaliste bien évidemment, mais aussi économiste et même auteur. C'est à ce titre, enfin ce double titre que nous vous recevons. Et comme c'est notre habitude ici justement dans cette émission, eh bien nous allons d'abord revenir avec vous, si vous voulez bien, sur votre vie, votre parcours, pour permettre à ceux qui nous regardent de mieux vous connaître. Alors nous allons, je vous le disais, remonter le fil de votre vie jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes né, vous me corrigez si je me trompe, en 1960 à Belgrade, en Yougoslavie. Première question, elle est toute simple. Que vous reste-t-il de vos origines yougoslaves? Écoutez, il y a les racines, comment dire, slaves. Vous savez, c'est un peu le côté fataliste, le fatalisme pessimiste, slave. Peut-être un peu. Ah non, pessimiste, non, pas du tout. Au contraire, moi, je suis toujours de bonne humeur. Mais c'est le côté peut-être fataliste, et avec tout ce que j'ai écrit depuis sur le sujet, bon, on va dire qu'il y a une cohérence, voilà. Mais je peux pas dire que je sois vraiment très attaché, parce que c'est l'éducation qui fait, on va dire, c'est le logiciel qu'on a dans la tête, et moi j'ai un logiciel, alors, je veux dire, quasiment, on va dire à 80%, 90% français, hein, lycée Michelet, Vanves, voilà. Vous êtes arrivé quand en France? J'avais 6 ans ou 7 ans. Pourquoi? Ce sont vos parents qui ont immigré Pas du tout, vers la France? ma mère était tombée amoureuse d'un peintre, d'un peintre français, donc c'est comme ça qu'elle s'était installée. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que vous avez remarqué, alors les gens ne le voient pas, mais nous avons une très belle fresque au-dessus de nos têtes. Oui, et donc, absolument. écoutez, vous êtes le premier invité à le souligner. Donc, nous avons Athéna et voilà, alors Hermès, les gens ne le voient pas, mais à l'occasion, un jour, je ferai une photo que je posterai sur les réseaux sociaux. Non, mais c'est magnifique. Hein, et vous savez qu'à l'entrée juste voilà, à l'entrée où nous sommes, mais de la porte, vous avez 2 anges qui surveillent la porte. Voilà, donc vous ne l'aviez pas remarqué? Non plus, vous voyez, comme quoi. Donc, vous disiez donc votre maman était tombée amoureuse, c'est ça? Voilà, c'est ça, d'un peintre. D'un peintre, d'accord. Mais vous retournez parfois en Serbie? Non, très rarement. Je sais pas comment expliquer ça. J'ai comment dire d'abord parce que mon père s'est installé parce qu'ils ont divorcé, bon, et mon père s'est installé en Autriche, donc j'ai fait allemand première langue. Oui, donc c'est partagé un petit peu entre l'Autriche, entre l'ex-Yougoslavie, mais surtout la France. Moi, je me sens pas double nationalité. Voilà, j'allais c'est ça vous demander, que je veux vous considérez quand même davantage français, quoi, uniquement français. Je me sens même pas. Même pas un peu serbe. Non, parce que le logiciel. Enfin, si, forcément, un petit peu. Mais comme dans la famille, il y a également. Caractère, peut-être. Ouais, peut-être, mais dans la famille, il y a également des bouts de la Hongrie. Donc, je dirais même que si je devais m'attacher, ce serait également autant à la Hongrie. Voilà. Ça me parle beaucoup plus, par exemple. De manière générale, plus largement, quel regard vous portez sur la situation des Balkans à l'heure actuelle? On entend parfois que cette zone resterait ce qu'on appelle une poudrière. Bon, écoutez, la poudrière des Balkans, c'est pas tout à fait nouveau. La guerre de 14-18 a commencé là-bas, mais enfin, c'était déjà en préparation. Je crois que sur Netflix, il y a une émission, absolument, un film qui fait, un documentaire plutôt, qui a été fait par les Serbes, justement, qui fait à peu près 50 minutes sur tout ce qui a, conduit à la Première Guerre mondiale. Et on voit bien dans ce documentaire que ça n'a pas commencé en 1914, ça a commencé bien avant. D'ailleurs, moi-même, dans le livre que j'avais écrit, Adolf Hitler ou La vengeance de la planche à billets, qui n'est pas un livre sur Hitler, hein, c'est surtout la partie économique, hein, les banques. Ce que j'ai vu, effectivement, c'est que les banques américaines avaient déjà, JP Morgan, par exemple, John Pierpont Morgan, hein, le fondateur, ils avaient déjà anticipé la guerre, puisqu'il y a eu des mouvements financiers, des virements colossaux, des virements de plusieurs dizaines, voire centaines de millions de dollars,
pour l'achat d'armement pour les Français, les Allemands, les Anglais, etc. Donc vous voyez que les financiers sont toujours là avant. Hein, voilà. C'est très important de comprendre ça. Le rôle des États-Unis dans les Balkans C'est une pourriture. J'estime que les États-Unis sont devenus une pourriture. Ils ont tout privatisé, mais pas seulement dans l'ex-Yougoslavie, en Croatie. Moi, j'ai de la famille, on va dire, un peu partout, en Croatie, en Serbie, en Hongrie et en France. Je peux vous garantir que les Américains et les Allemands se sont emparés de tout. Voilà, ils ont tout racheté lorsque le système communiste, on va dire, s'est effondré. Et les Croates, comme les Grecs aujourd'hui, ne travaillent que pour enrichir les multinationales allemandes ou américaines et éventuellement anglaises. C'est l'une des grandes... vous savez, moi j'ai vu passer la directive, ce que j'appelle la directive Goldman Sachs en 2010, je pense 2010, parce que j'en avais parlé lors d'une interview avec l'un de vos collègues. Et on rappelle ce que c'est, la directive. La directive Goldman Sachs, alors c'est très simple. Je me souviens d'un passage en particulier qui est absolument génial. Il se plaignait du fait qu'en Italie, mais pas que, c'est également le cas en Autriche, mais surtout en Italie, tous les restaurants, les trattoria, vous savez, les glaces, etc., tout était intrafamilial. C'est-à-dire que ça appartenait à un papa et maman, mais il y avait également les enfants qui travaillaient, les cousins, les cousines. Et donc, en conséquence de quoi, les multinationales américaines comme Starbucks, McDonald's, etc., ne pouvaient pas s'installer totalement, entièrement en Italie. Et donc, sur cette directive Goldman Sachs, vous la voyez appliquée aujourd'hui, parce que voyez-vous avec cette horrible manipulation que Macron a faite avec le prix de l'énergie, c'est-à-dire que vous avez tous les boulangers, les pressings, enfin bref, tous les commerces, les restaurants sont en train de tomber. Et c'est exactement ce qui était prévu dans cette directive Goldman Sachs. Donc vous voyez que j'ai une vision totalement différente, si vous voulez, même décalée, mais qui me permet d'annoncer ce qui va se passer dans le futur. C'est pas être médium, hein. Même si ma grand-mère, effectivement, le lisait dans le mug de café. Vous avez prédit beaucoup de choses, on va y revenir, mais ça, c'est une particularité. La directive Goldman Sachs, elle est capitale. Dans cette directive, alors je peux même vous donner autre chose. Par exemple, Goldman Sachs avait calculé que la France, à un moment donné, ne pourra pas rembourser sa dette sur les bons du Trésor aux banques étrangères, notamment américaines, bien entendu. Et donc, qu'avait préconisé Goldman Sachs ? Eh bien, c'est très simple. Ils ont dit, la France, il y a trop de régions, il y a trop de départements, il faut tout réunir dans 10 départements, ou 8 départements. Lorsque j'ai vu Manuel Valls au Parlement, à la Chambre des députés, présenter cette directive que j'avais chroniquée moi-même dans ma revue de presse, j'étais soufflé. Je me dis, mais comment un socialiste peut-il se prostituer à ce point-là pour, en fait, vendre la politique des multinationales américaines en France? Parce qu'il faut qu'on ne se trompe pas, ce que vous voyez actuellement, c'est la politique des multinationales américaines. Ce n'est pas du tout des hommes politiques américains. C'est carrément les multinationales qui dictent leurs lois. C'est extrêmement simple. Voilà. Donc cette directive Goldman Sachs, vous l'avez vu appliquée. Et en ce moment même, les boulangers sont en train de tomber. J'étais un des premiers à parler du problème des boulangers à cause de ce qui allait se passer de la privatisation de l'électricité, parce que j'ai vu la même chose en Californie. Vous savez, j'ai écrit un livre sur Blythe Masters, la banquière de la JP Morgan. Qu'a-t-elle fait ? Elle avait bidonné les prix de l'électricité en Californie et dans un autre État, au point que le FBI finalement a mis son nez dedans et donc ils l'ont démissionné à toute vitesse pour s'en débarrasser, pour pas que ça fasse de scandale. Et de mémoire, il me semble que JP Morgan a même payé. Ça, c'est pas si vieux que ça, hein. Ça date d'il y a quoi ? Il y a 10 ans, même pas, 9 ans peut-être. Vous voyez ? Donc je vois cette manipulation parce que en tant que gens, alors vous me présentez comme économiste, alors j'aime pas le terme, d'abord je déteste les économistes. Journaliste économique plutôt. Voilà, parce que les économistes n'ont pas vu arriver l'explosion de Wall Street. À l'époque, quand je l'ai expliqué en février-mars 2008, on me prenait pour un dingue. Aucun des économistes que vous voyez aujourd'hui sur le plateau, je pense notamment à Touati, Cohen et tous ces économistes je veux dire,
je préfère encore qu'on invite des voyantes ou des médiums, à la limite, hein, ou un marabout africain. Je pense qu'il serait plus juste que M. Toiti et tous les autres. Donc, cette vision, si vous voulez, à partir du moment où vous regardez les finances, vous regardez les flux financiers, vous voyez le futur. Puisque tout est préparé d'avance. Hein, on finance les grosses opérations. Hein, voilà. Aujourd'hui, le Covid, ce qui s'est passé pendant le Covid, ben aujourd'hui, vous avez tellement d'informations qui commencent à remonter que manifestement, vous savez, à Davos, là, ils sont en train de se creuser la tête parce que ça n'a pas fonctionné comme ils voulaient. Hein, voilà, on va dire ça comme ça. Alors, on va revenir à vous, si vous voulez bien. Tout d'abord, une question à laquelle peut-être vous n'avez peut-être pas encore répondu. Est-ce que vous avez vécu dans votre jeunesse, dans votre vie, une forme de mise à l'écart ou de racisme en raison de vos origines? Ah, pas du tout. Alors, franchement, quand on dit que les Français sont racistes, mais c'est du... Mais moi, je suis outré, littéralement, quand j'entends ça. Enfin, en même temps, ça se voit pas tant que ça, que vous soyez serbe. Non, mais attendez, moi, je suis arrivé, je parlais pas un mot de français. Ah, je me précise quand même. Ah, parlais, à l'époque, j'avais fait du latin, bien entendu, donc ça aide. Je parlais le serbe. Pas un mot de français. Non, je parlais le serbe, je parlais le hongrois, bien entendu. J'avais même appris à écrire en cyrillique. Donc vous voyez, donc j'ai les deux écritures, les deux alphabets dans ma tête. Et quand je suis arrivé dans cette école, c'est l'école Adolphe Thiers à Boulogne-Billancourt, je m'en souviens très bien. L'accueil des élèves, des petits Français était absolument charmant. Ils m'apprenaient des mots dans la cour de récré. Donc quand on dit que les Français sont racistes, mais ça me dégoûte. Vous comprenez, je n'ai jamais vous avez véritablement bien intégré. Mais à l'époque, sincèrement, je pense que même, vous savez, dans les années 60, enfin 70, je ne pense pas que la question se posait véritablement. Alors peut-être si j'avais été noir, ou comme Dieudonné par exemple, ou d'autres, ou Martiniquais, ou Guadeloupéen, ou Sénégalais, j'en sais rien, peut-être que là, effectivement, là, j'aurais pu vivre, j'en sais rien. Mais toujours est-il qu'en ce qui me concerne, ne parlant pas un mot de français, je n'ai absolument pas vécu un quelconque racisme, mais c'est même pas envisagé. Enfin, je veux dire, jamais. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et je tiens à le souligner, parce que moi je peux vous dire que dans les pays de l'Est, ils sont beaucoup plus racistes. Ils sont beaucoup plus racistes. C'est très net. Moi, je le vois, vous savez, avec tous les voyages que je fais, c'est extrêmement fort. Je ne parle pas de moi, en l'occurrence, mais je vois bien les réactions. J'ai vu en Grèce, par exemple, des restaurateurs qui sont mis à tabasser je sais pas, un migrant qui essayait de faire la manche. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment, c'est violent, quoi. Mais les Français, non. Voilà, je tiens à le souligner. Qu'est-ce que vous pensez de tous ces jeunes d'origine étrangère qui sont parfois nés en France, mais qui détestent la France? Je pense qu'en fait, c'est... Est-ce qu'il est possible encore de leur faire aimer la France? Je pense pas, je pense que c'est un peu râpé. Le problème de ces gamins, de ces jeunes, c'est qu'ils sont divisés entre deux... Je dirais que c'est la faute des parents. Voilà. C'est pas leur faute à eux, c'est la faute des parents qui les maintiennent dans une éducation... maghrébine ou africaine, et donc le matin quand ils retournent au lycée, etc., donc ils sont partagés entre les deux. Il suffit qu'ils soient 5 ou 6, et donc ça fait une bande, donc ça fait la petite communauté, et ils imposent leur volonté. Voilà. Ça, je l'ai vu avec mes enfants, par exemple. Qui étaient dans les lycées, c'était très net. C'est une grande différence entre ce que j'ai vécu moi au lycée. Personne n'avait peur d'aller au lycée dans les années 70. Je veux dire, je me souviens au lycée Michelet, il y avait, quand le proviseur passait, ou le censeur, on avait un mec qui s'appelait le censeur, c'est drôle. Quand le proviseur en général, quoi. Non, le proviseur, le censeur, mais la cour entière, c'était la terreur. Je veux dire, c'était le calme et la paix régnaient. Il n'y avait pas de bagarre, il n'y avait pas.
quand je vois ce que me Aujourd'hui, les censeurs, c'est plutôt les élèves, quoi. Oui, oui, c'est ça. Maintenant, c'est les élèves qui cassent la figure au proviseur. Ben, ça s'est déjà vu plein de fois en France, hein, je rappelle. Et je pense que c'est effectivement c'est un problème, c'est un problème qui est imputable aux parents et pas aux enfants. Hein, voilà, c'est aussi simple que ça. D'ailleurs, là, si j'extrapolais maintenant sur le sujet de la France, c'est quoi pour vous? D'abord, la France, c'est un environnement intellectuel d'une richesse sans fin. Il n'y a pas de pays, enfin si, il y a je pense que les Anglais, les Allemands, voilà, les Anglais, les Allemands, et aujourd'hui les Américains, parce que c'est très bien, mais il y a une richesse intellectuelle, une créativité intellectuelle telle que les autres pays n'arrivent même pas à la cheville de la France ou de l'Angleterre. Je parle en termes de production, de compositeurs, etc. Par exemple, on parlait de la Hongrie. Hein, voilà. C'est l'exemple typique, si vous voulez, d'un pays qui a une créativité absolument phénoménale. L'informatique ne serait jamais née sans John von Neumann. Hein, John von Neumann était un juif hongrois, un ingénieur, et c'est lui qui a posé les bases de l'informatique moderne. Vous n'avez pas le processeur Intel hein, sans Andy Grove. Andy Grove était hongrois. Il a quitté la Hongrie lors de la révolution de 1956, quand les Russes sont arrivés. Vous voyez, la Hongrie, par exemple, a le plus gros, on va dire, c'était peut-être pas le cas aujourd'hui, mais à un moment donné, ils avaient le plus grand nombre de prix Nobel. Pas forcément au nom de la Hongrie, mais parce qu'ils ils se sont installés aux États-Unis, en Angleterre, mais ils étaient d'origine hongroise. C'est très intéressant. Et c'est ça, pour moi, la France, c'est ça. C'est un environnement intellectuel d'une richesse sans nom. Voilà. Et et surtout, vous savez, l'idée de l'égalité, fraternité, etc., c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Vous allez dans des pays, je sais pas, vous allez par exemple en Turquie, là tout de suite, vous voyez que vous êtes au Moyen-Orient, que vous êtes jugé sur d'autres critères. Oui. Vous retrouvez encore cette histoire de liberté, etc., un peu aux États-Unis. Hein, ils sont encore très accros à ça. En Angleterre, non, parce qu'ils ont l'aristocratie. Et c'est ça qui fait la France un pays unique. Mais malheureusement, la France que j'ai connue, pardon de le dire, mais j'ai l'impression qu'elle est en train de disparaître, quoi. J'ai l'impression que Macron est en train d'achever. C'est Becbédé qui avait écrit un livre, je pense qu'il avait publié en 1999 ou 2000, Inventaire avant la faillite générale ou un truc comme ça. Mais vous savez, dans ses vapeurs, Becbédé a sorti des trucs absolument étonnants. Et c'est vraiment ça. Brillant. Oui, ça, vraiment, je pense que la France est en train d'être effacée. Et c'est la volonté toujours de cette classe mondialiste, si vous voulez, qui veut qu'on efface les pays, le fait d'appartenir à un pays. C'est pour ça que vous avez ils mettent en avant toutes ces histoires de communauté. Hein, les Traoré, les manifestations des Traoré, c'était, pour moi, enfin bon, genre, passons. Non, mais on va y revenir alors plus longuement dans un instant. D'abord, encore une fois, j'aimerais qu'on continue à parler de vous. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre enfance et comment vous en êtes arrivé à devenir journaliste? Alors, c'est d'abord votre enfance, plutôt une enfance. Oui, votre question est pertinente parce que j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps avec Michel Polnareff. Ça, c'est chic. Merci. Pardon. Non, mais c'est chic de me comparer. C'est bien de faire la transition. On a eu le même échange. On connaissait Michel Polnareff. Je le connais depuis de nombreuses années. Donc, pour moi, c'est un... voilà, on parlait du génie français. Pour moi, il y a deux génies français. Par exemple, Polnareff, alors qu'il est d'origine russe. Vous voyez, il aurait pu être d'origine slave, par exemple, ou serbe, ou croate. C'est marrant parce qu'on n'en parle pas souvent de Polnareff sur un plan des idées, même politiques, tout ça. Mais attendez, mais Polnareff a révolutionné avec son affiche de 1972. Je veux dire, même aujourd'hui... On rappelle cette affiche, oui. C'est cette affiche où il a montré ses fesses. C'est quand même tout à fait extraordinaire. Là, vous avez un artiste anglais, par exemple, qui a fait un scandale, je crois que c'était l'année dernière, à Birmingham, en Angleterre, parce qu'il a pris la même chose. Il a pris une femme qui montrait ses fesses en soulevant ses jupes et qui avait le visage de Mona Lisa, de la Joconde. Oui, donc... Alors que Polnareff a fait ça en 1972 et il a révolutionné littéralement l'approche et à lui seul, il était le symbole, si vous voulez, de ce changement colossal
qui allait arriver. N'oubliez pas, c'était en 60. Je me souviens, je devais avoir quoi, 8 ans, 9 ans. Et vous avez parlé de votre enfance avec Paul Naref, donc? Non, mais on parlait des choses, de sorte de prédestination, on va dire. Et moi, quand j'avais 14 ans, vous savez, à l'époque, il y avait un truc qui s'appelait ONICEP au lycée. Alors, je ne sais pas si ça existe encore. On vous demande ce que vous voulez faire plus tard, suivant si vous êtes doué pour ça. Alors, je dis, moi, je vais être dans l'informatique. Oui, donc déjà, je savais que je voulais être dans l'informatique. Et à l'époque, on me disait, ah non, monsieur, vous êtes très bon en français, mais maths, c'est pas votre truc. Il faut faire maths sup, maths spé pour faire de l'informatique. À l'époque, c'était un ordinateur, c'était la taille d'une armoire normande. Les mecs étaient en blouse blanche avec le petit stylo dans la poche, avec les lunettes. Vous savez, l'ingénieur IBM dans sa splendeur, vous voyez, c'était avec les cartes perforées, tout le bazar. Et finalement, je suis devenu effectivement journaliste dans l'informatique parce qu'il y a eu la révolution. Un instant, parce que vous m'avez titillé avec Paul Naref. Oui. Paul Naref, puisque vous me dites que vous êtes apparemment proche de lui, en tout cas que vous le connaissez, ça veut dire qu'il est un petit peu aussi sur un plan des idées, peut-être un tout petit peu parfois un peu en marge du système. Ah non, pas du tout. Non. Bah, Paul Naref, alors Paul Naref adore. Paul Naref adore l'actualité. Il suit tout. Il suit absolument tout. Si vous me dites qu'il est macroniste, vous allez me décevoir. Il est très ami avec Macron. Ah, d'accord. Enfin, il est très ami. D'ailleurs, Macron a déclaré, pas plus tard, il y a une semaine, qu'il adorait Paul Naref. Mais Paul Naref a rencontré Macron, il a rencontré Sarkozy, il a rencontré Chirac. Enfin, je veux dire, tous l'adorent. Voilà, il les voit tous. C'est un chanteur. Parce qu'il y a Daniel Guichard et Sardou là qui ont un côté plus rentre dedans en ce moment. Non, Paul Naref. Paul Naref, je veux dire, tout est dans ses chansons et dans le génie de ses mélodies et il fait pas de de ses politique, chansons. contrairement à justement d'autres artistes dans les deux sens d'ailleurs qui. D'ailleurs, puisque vous me parlez de Paul Naref, je fais une association d'idées. Vous me parlez tout à l'heure de comment si je pouvais résumer la France. Et pour moi, la France, c'est s'il y a un homme qui peut résumer la France. Alors, c'est quelque chose d'inattendu pour la plupart de vos spectateurs, c'est André Le Nôtre. J'avais pensé Gaston Le Nôtre, moi. Non, André Le Nôtre. André Le Nôtre, c'est le jardinier. Ouais. C'est un jardinier. C'est le jardinier. Absolument. C'est le jardinier de Louis XIV. Et sans lui, le château de Versailles ne serait qu'un château. Et c'est lui qui a donné la perspective, c'est lui qui a donné cette vision fabuleuse. Enfin, c'est extraordinaire comment ça a pu naître dans son esprit, de le transformer en plus physiquement dans la terre, etc. Les Champs-Élysées, tout ça, c'est quand même lui, je vous rappelle, ça fait partie de ses tracés. Donc pour moi, André Le Nôtre, c'est vraiment, voilà, c'est ça, c'est le génie français, la douceur et en même temps, c'est toute cette période, mais s'il y a un homme que je mets au-dessus de tout, c'est André Le Nôtre. Voilà. Aussi surprenant que ça. Et d'ailleurs, vous savez quoi ? Tous les jardiniers, entre guillemets, vous savez, qui ont écrit des livres pour expliquer leurs recettes à Versailles, etc., en fait, sont jaloux de lui. Alors que sans André Le Nôtre, il n'aurait même pas de métier. Aujourd'hui, un jardinier s'appelle paysagiste. Donc c'est un peu... Ouais, je suis paysagiste. Le renaming. Voilà, c'est ça. On va faire mieux. Donc, pour revenir encore une fois à vous, vous avez toujours été journaliste comment vous êtes devenu journaliste donc, Non, en fait, à l'armée, on m'avait proposé, parce que je parlais, j'ai fait allemand première langue en plus, donc j'étais bilingue. Enfin, vous parliez serbe, donc allemand, hongrois et français. Alors on a fait du latin, etc. Et donc l'armée m'avait proposé à l'époque une très jolie carrière, etc. Mais je sentais bien que c'était pas mon truc. Donc j'étais secrétaire, voilà, j'étais secrétaire d'état-major en revanche. J'étais secrétaire d'état-major, habilitation, secret défense, machin bidule. Et j'apportais les parapheurs à signer aux généraux. Et tous les matins, j'arrivais et je gérais l'équivalent de 120 clés, parce que je devais ouvrir tous les tiroirs confidentiels défense. J'étais dans un service qui est l'équivalent de la DRH, c'est-à-dire qu'on avait les dossiers de tous les soldats engagés dans les RPIMA, par exemple, donc c'est des trucs vraiment confidentiels défense. Enfin, c'est vraiment...
Donc ça a été une expérience pour moi extraordinaire. Après, je suis tout... Et alors le lien donc avec le journalisme ensuite, comment ça s'est fait naturellement? Le lien, en fait, j'avais comme... juste après l'armée, en fait, j'avais répondu à parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, hein, je précise. Donc, il y avait tout un tas d'annonces dans les journaux, etc. Et puis, par curiosité, j'avais répondu à une annonce du Matin de Paris. À l'époque de Tesson. Non, Matin de Paris, c'est Claude Perdriel. Autant pour moi. Claude Perdriel, qui est Je toujours avec vivant. Le Quotidien. Mais le Quotidien, c'est Philippe Tesson, en effet. Voilà. Et j'étais embauché à l'époque dans un service qui s'occupait Ah oui, donc Claude Perdriel, très très à gauche en plus. Vous savez, moi j'avais quoi? J'avais 21 ans, 22 ans, je ne sais plus. Donc c'est là où Sylvie Perdriel avait vu que j'avais cette capacité à écrire, parce que des fois il fallait rédiger des choses extrêmement rapidement. Et donc, c'est elle qui m'a offert ma première machine à écrire, dont je suis très fier d'ailleurs. C'est une Olympia. Ça n'existe plus, les machines à écrire, mais voilà. Et ce que je voulais dire, c'est que vous allez être surpris. En face de moi, donc mon collègue de travail, c'était Serge Nedjar. Qui est l'actuel directeur général de CNews, qui était mon patron à l'époque. Serge Nedjar, si tu nous écoutes, on te salue. Donc vous connaissez Serge Nedjar. Très bien. Très bien. Donc vous voyez bah tiens, non, mais c'est intéressant que vous parliez un peu de lui parce que c'est quelqu'un de très secret. C'est un garçon brillant. C'est un garçon, d'abord, il a une intelligence absolument remarquable. Il est mais alors très discret, très timide. Souvent critiqué dans la presse, justement. Alors, ils ne sont pas habitués à avoir des directeurs comme son profil. Nous, on a dévié. En fait, nous, on a dévié. C'est-à-dire que Serge a continué parce que sa passion, c'était la pub. Donc, lui, il a continué à être chef de pub, puis directeur de pub, puis directeur général de journaux, et jusqu'à piloter CNews. Donc, c'est une évolution logique. En revanche, pour ma part, moi, mon premier article véritable, c'était mon tout premier article, hein, c'est 2 pages du Matin de Paris au milieu, avec une annonce. Alors attendez, si je m'attendais à ce que vous me parliez de Serge Nedjar, là, je suis assez surpris. Voilà. Et vous êtes resté en contact un petit peu ou... Non, aujourd'hui non. Enfin, manifestement, il est très pris. Puis bon, je n'ai pas trop non plus cherché à le joindre, mais je garde un très très bon souvenir de lui. Mais c'était un garçon absolument charmant. Il avait un sourire angélique. Hein, c'est rare les hommes qui ont des sourires angéliques, et c'est le cas de Serge Nedjar. Et Sylvie Perdriel, donc la femme de Claude Perdriel à l'époque, elle avait ce don de repérer. Et il y avait avec son bras droit, là, Michel Cohen, qui était alors j'ai perdu le but, mais elle avait le don, si vous voulez, comme Tesson d'ailleurs, ce don de repérer les talents. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais bon, il y a des gens qui ont ce don. Non, mais vous savez quand même que vous devez être un des rares journalistes observateurs qui disent du bien, accessoirement dans les médias mainstream en tout cas, de presse écrite, alors là on ne décide même plus, qui disent du bien de CNews et de Serge Nedjar en particulier, qui avait été vivement critiqué, hein. Je me souviens même, je crois qu'on l'avait surnommé, enfin j'avais trouvé ça sidérant, le général Tapioca, je crois que c'était Libération ou le site Les Jours, je ne sais plus, mais il y avait un des deux qui l'avait vraiment brocardé et qui avait fait un des portraits de lui comme quelqu'un de très... Et là, pour l'avoir côtoyé, je confirme que c'était quelqu'un en effet de tout à fait agréable avec qui discuter. Mais connaissant Serge Nedjar, parce que ce que je vois avec le recul, hein, parce que ça fait 40 ans que je suis journaliste, avec le recul, c'est qu'en fait, ce sont nos premières années. C'est un peu comme Freud qui dit, vous savez, les 3 premières années de votre vie vont définir vos comportements d'adulte, etc. Mais je dirais que les 3 premières années de notre vie professionnelle définissent quelque part les grandes orientations. Et en ce qui concerne Serge Nedjar, Serge donc, a pris l'option pub. Et il ne faut jamais l'oublier, et Sylvie Perdriel, en l'occurrence, n'était pas prête de l'oublier non plus, et Claude Perdriel non plus. C'est-à-dire que ce qui fait un journal, c'est quand la pub rentre, par définition. Hein, c'était un journal papier à l'époque. Et donc, Serge Nedjar a appliqué cette méthode de Perdriel,
Et grâce à lui, les titres n'ont pas perdu d'argent, ou du moins s'il perdait, il a dû limiter. Il ne vivait plus que de la subvention, parce qu'aujourd'hui les titres Oui, parce de presse ne vivent que de la subvention, et quand on a le malheur de faire de l'argent en dehors de la subvention, on est suspect. Et je le trouve mal placé de la part de Libération, qui a nommé un ancien du Mossad en tant que rédacteur en chef venir donner des leçons à Serge Nedjar. Je trouve ça assez drôle. Et Libération, par définition, est mal placé pour... c'est de manière générale, c'est vrai que là, c'est aussi parce que Serge Nedjar est le directeur général d'une chaîne qui appartient au groupe Canal+, et donc qui est dirigée par Vincent Bolloré. Mais peu importe, et que, en effet, il n'a pas très bonne presse auprès de cette presse-là. Non, mais donc, attendez, Libération... tout média qui n'est pas d'accord avec la doxa de gauche, et plus particulièrement France Insoumise, est par définition brocardé, mis à l'écart, etc. J'en sais quelque chose. J'en sais quelque chose quand même. C'est intéressant parce que CNews, justement, qui est devenue la deuxième chaîne Info de France, d'ailleurs, qui fait une campagne, je crois, de communication en ce moment assez importante. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Tiens, parenthèse, et après on reparle de vous, du succès inattendu de cette chaîne Info qui justement, sous la direction de Serge Nedjar, oui, a pris un envol particulier. Enfin, c'était Éric Zemmour qui, en partie, avait participé à faire décoller tout d'un coup l'audience. Non, mais la polarisation en politique se ressent dans les médias. C'est pas BFM, quoi. Bah non, BFM, c'est la chaîne Collabo. Je l'appelle comme ça. Il se passe la même chose aux États-Unis, c'est-à-dire que vous avez CNN et ABC News, NBC News, etc., qui sont toutes alors dans le politiquement correct, woke, machin truc, et puis vous avez juste une chaîne, Fox News, qui était de droite. Et vous avez la même polarisation en France, vous avez la même polarisation en Autriche, en Espagne, etc. Et que dire en Italie, avec Berlusconi? Vous me suivez? Donc c'est très intéressant, si vous voulez, de voir ça. Et moi, moi, j'ai jamais travaillé en télé, parce que ça m'a jamais attiré. Mais franchement, je félicite Serge Nedjar d'avoir secoué le cocotier et d'avoir fait tomber tous ces gens qui essayaient, des syndicats qui essayaient d'imposer leur vue. Je veux dire, les syndicats doivent défendre les salaires, etc., mais n'ont pas à intervenir sur la politique éditoriale. Enfin, mais c'est tout à fait nouveau. Et le SNJ se permet ça en permanence, quoi. Hein, voilà. Donc c'est. Écoutez, non, mais c'est. Mais moi, je ne savais pas que vous connaissiez, que vous avez travaillé avec Serge Nedjar aussi. Voilà. C'est un homme charmant. Je vous assure, j'ai gardé j'ai gardé vraiment un très bon souvenir de lui. Et lui, il voyait bien que je voyais. D'ailleurs, je me souviens maintenant qu'on en parle. Il me dit, mais toi, tu veux devenir journaliste et tout. Non, c'est vrai qu'avec moi, je reconnais qu'il était charmant. Bon, en tout cas, la parenthèse est fermée, mais en tout cas, c'est vrai que peu de gens parlent ou ont connu Serge Nedjar dans les médias, donc c'était inattendu en tout cas. Non, mais en tout cas, moi, je l'ai connu à ses débuts, et c'est ça qui est intéressant, c'est que tel qu'il a été à ses débuts, il l'est aujourd'hui. Et c'est lui qui est en effet l'artisan du succès, du renouveau de CNews. De manière générale, qu'est-ce que vous pensez, Pierre Jovanovic, d'évolution du journalisme depuis que vous êtes, on va dire, entré dans la profession? Bah écoutez, alors la grande évolution, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de journalisme. Bah, c'est simple, clair et net. Enfin, quand je dis il n'y a plus, je veux dire, les journalistes actuels n'ont plus rien à voir quasiment de ce que j'ai connu j'oserais dire à mon époque. Mais à mon époque, si vous voulez, c'était, je vous dis, moi j'ai démarré dans la cohue des machines à écrire qui crépitent. Donc déjà, vous devez apprendre à vous isoler mentalement au niveau du son. Le montage des pages se faisait au cutter avec de la colle, etc. Vous voyez, et on a évolué progressivement vers Internet. Mais Internet, si vous voulez, il y a des choses phénoménales, positives. Et le côté négatif, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, n'importe quel article des jeunes journalistes, ils vont chercher les trucs Wikipédia. Alors que nous, on était obligés, c'est une obligation d'aller à la documentation. On avait des documentations qui étaient gigantesques, avec des dossiers par dizaines de milliers, et on allait se documenter et on pouvait remonter. Alors que sur un écran, il n'y a pas la profondeur. Voilà. Et cette profondeur n'est pas là parce que vous ne faites plus des recherches en bibliothèque, vous ne faites plus des recherches en documentation. Leur documentation s'arrête juste à une page écran. Je résume Sir Lasserre
tout le monde n'est pas comme ça, Dieu merci. En tout cas, pas en presse écrite. Je pense à Marianne, l'Express, ou enfin les magazines, Nouvel Obs, etc. Je pense qu'ils ont gardé encore le niveau assez haut. Mais en ce qui concerne le journaliste de télé, alors là, c'est fini. Et radio, n'en parlons même pas. Ouais, est-ce qu'il y a encore des journalistes, Pierre Jovanovic, que vous respectez aujourd'hui dans le milieu, on va dire, mainstream? Pas Internet. Bon, écoutez, j'apprécie beaucoup Pascal Praud parce que justement il montre cette ouverture d'esprit exactement comme celle de Philippe Tesson. Décidément, là, on va vous soupçonner de vouloir une place à CNews, hein, parce que Serge Pascal Praud. Mais Pascal Praud, parce qu'il a cette ouverture intellectuelle qui est exactement celle de Philippe Tesson, où j'ai œuvré pendant 15 ans, avec Zemmour justement. Parce que à la rédaction du Quotidien de Paris, vous aviez des journalistes de gauche, vous aviez des journalistes de droite, d'extrême gauche, d'extrême droite, encore pas tant que ça, il y en avait un. Voilà, il y avait vraiment tout. Et les conférences de rédaction, c'était fabuleux, c'était extraordinairement animé. Et ce que j'ai appris, c'est peut-être une des rares choses que j'ai apprises d'ailleurs, la recette qui marche à tous les coups, c'est que si nous, à la conférence de rédaction, on s'amusait et que c'était passionnant, etc., les ventes du journal étaient toujours très bonnes et on faisait des cartons, etc. À partir du moment où les gens se sont mis à se prendre très très au sérieux, etc., où tout le monde, il n'y avait pas un mot, enfin personne ne s'amusait ou se marrait, le journal a commencé à péricliter. C'est très intéressant. C'est-à-dire que si vous prenez plaisir à ce que vous faites avec vos invités, etc., les personnes de l'autre côté vont le ressentir, et c'est ça, et c'est un amplificateur. Voilà. Et cet amplificateur fonctionne aussi bien pour les artistes, les gens qui sont sur scène. Vous avez raison, cette dimension, cette patte de sensibilité. C'est l'invisible. C'est cette partie invisible. Tous les artistes vous le diront, ils montent sur scène, il y a 300 ou il y a quelque chose d'invisible qui se passe, ou pas, exactement. Et c'est ça qui va faire le succès, le triomphe ou l'échec, le bide le plus total. Et je l'ai vécu au Quotidien de Paris. À partir du moment où ils ont commencé à s'ennuyer, enfin s'ennuyer n'est pas le terme, mais à se prendre très au sérieux pendant la conférence de rédaction, le journal a périclité, en effet. Et Pascal Praud, donc vous le regardez régulièrement, oui Alors je ne regarde pas régulièrement, mais je regarde de temps en temps lors des pros Il vous invite ou pas? Ah non, jamais. Ah. Non, il me suit sur Twitter, mais je ne suis pas certain que ce soit lui d'abord. Il est sur Twitter, ça je confirme. Il est très actif d'ailleurs. D'accord, mais enfin bon, écoute, j'ai jamais manifestement eu notamment à Noël pour parler des anges gardiens, etc. de mon livre. Là, c'est l'occasion. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, en tant que pape de la fake news et de la conspiration, je veux dire, je veux effectivement avoir droit à quelques égards médiatiques. Vous êtes peut-être un peu trop limite encore pour eux, c'est ça? Je sais pas. J'en sais rien. À vrai dire, vous savez, je ne cherche pas la médiatisation. D'abord parce que je suis fondamentalement presse écrite, donc c'est pas ma nature. Voilà. J'avais une amie qui était au quotidien, qui se retrouvait à France 2, par exemple. Elle me disait qu'à France 2, dans le groupe France 2, il y avait une jalousie féroce entre les journalistes qui venaient de la presse écrite parce qu'ils étaient capables d'écrire 10 lignes, 15 lignes très rapidement, et tous les autres qui venaient de la presse audiovisuelle, autrement dit caméra, machin, radio, micro, et qui eux étaient infoutus, si vous voulez, d'écrire un résumé. Et donc il y avait tout le temps des frictions entre ces deux formes de journalisme. Très curieux. Oui, je l'aurais jamais imaginé, par exemple. Excusez-moi, pour revenir un instant à Pascal Praud, il a fait l'actualité, comme il l'a fait d'ailleurs régulièrement, particulièrement cette semaine, en début de semaine, sur cette terrible et dramatique affaire suite au jugement, vous savez, dans l'affaire Axel Dorier. Et il avait donc, il y a une séquence, moi qui m'a particulièrement interpellé, où d'ailleurs j'ai trouvé Pascal Praud excellent, où il interviewait l'avocat donc du condamné, qui a donc été condamné à 12 ans de réclusion criminelle, et il apprenait donc dans l'heure des pros que donc il serait possible que dans un an ce condamné fasse une demande de liberté conditionnelle, et ça avait à l'antenne, donc Pascal Praud s'en est ému en disant que c'était particulièrement indigne selon vous. Mais il a raison. Vous auriez dit la même chose?
J'aurais peut-être pas dit la même chose, j'en sais rien. Je veux dire, déjà, s'il faut se mettre dans le contexte. Alors Mais certaines personnes ont dit que c'était peut-être pas l'avocat qu'il fallait brocarder, mais que c'était peut-être la justice qu'il fallait mettre en cause. Mais en tout cas, le fait que voilà, un journaliste puisse comme ça prendre parti. Mais c'est très important qu'un journaliste puisse prendre parti, justement. Le problème de la presse aujourd'hui, la raison pour laquelle Le Figaro, Libération, tous ces journaux ne vendent plus rien par rapport à leurs homologues anglais. Par exemple, prenez le Daily Mail, le Sun, le Star, le Télégraphe de Londres, etc. Mais ils sont ridicules, ils sont grotesques. Pourquoi les gens n'achètent plus le journal? Parce qu'il n'y a rien dedans. Tout simplement, vous prenez la presse anglo-saxonne, c'est rempli d'informations, de scandales, de machins, de trucs. Oui, mais attendez, c'est très important. Faut peut-être pas confondre le métier d'éditorialiste et le métier de journaliste. Non. Au contraire, non. Bien au contraire. La presse française, si vous regardez l'histoire de la presse française, en particulier au moment avant la Révolution et après, c'est-à-dire que vous aviez des journalistes qui étaient engagés et chaque journal avait son lectorat. C'était aussi simple que ça. Et c'était la même chose dans les années 80-90. Vous aviez Le Figaro, Le Quotidien. De l'autre côté, vous aviez Libération, etc. On voyait c'est en fonction des gens, ce que lisaient les gens dans les trains, où on voyait leurs opinions politiques. C'était drôle. C'est très important pour un journaliste d'être engagé, de dire ce qu'il pense quand même. C'est le minimum syndical qu'on peut lui demander et que les lecteurs peuvent attendre. Et il y en a un en ce moment qui est d'ailleurs est journaliste, je le confirme, en plus je l'affectionne particulièrement et qui a fait l'objet d'un portrait au Vitriol dans l'Express cette semaine, c'est André Berkoff. Alors lui il est taxé, alors comme on ne sait plus comment l'attaquer, il est taxé complotiste. Vous voyez, ça c'est écoutez, bienvenue au club. Hein. Bienvenue au club. André, si tu nous écoutes. Oui. Ouais, voilà, bienvenue au club parce que le Monde, j'étais un des premiers effectivement. Donc là c'est dans l'Express. Oui, non mais moi j'étais le premier journaliste à être, comment dire, taxé, affiché. Alors en général, ça va de pair en général avec l'extrême droite. Le Monde, voilà. Complotiste, rassuriste. On mange des enfants et ainsi de suite. Ouais, moi j'ai eu ma carte, vous savez, en tant que politique, moi quand j'avais, je sais pas, 15-16 ans, j'étais au PS. Et ensuite au RPR. Oui, donc j'ai changé. Comme quoi, ça mène à tout. Voilà, ça mène à tout, mais bon, ça m'a jamais intéressé. Voilà, mais je n'ai jamais été membre ni du FN, ni du Parti communiste, et ainsi de suite. Pour la bonne raison, si vous voulez, c'est que je sais ce que c'est qu'un parti communiste. Je veux dire, un pays qui a un parti communiste, puisque je suis né en Yougoslavie, donc c'est important de le comprendre. Voilà. Mais aujourd'hui, je vous assure, parce que pour revenir à votre question initiale, je ne reconnais plus cette presse qui est fondamentalement, mais surtout la presse de la télévision, mais qui n'ose plus dire ce qu'il... Au contraire, c'est très important d'avoir une presse engagée. Pour avoir justement cet attachement dont vous parliez, cette sensibilité, c'est vrai qu'on sait plus que certains. Alors après, c'est vrai qu'il y a des présentateurs qui sont tellement transparents aussi dans ces chaînes. Non, mais c'est fini, c'est à l'américaine. Voilà. C'est à l'américaine, voilà. Il y a des présentateurs et des journalistes, voilà, c'est ça. Moi, j'ai travaillé avec Patrick Poivre d'Arvor. Quand je dis j'ai travaillé, c'est-à-dire que il devait signer des articles. Alors, pour le quotidien, j'ai obligé de le faire à sa place, mais en mettre son nom. Alors, c'était gentil, c'est pas. D'abord, c'était un homme charmant qui faisait vraiment le travail de manière efficace. Je l'ai vu. Donc, alors, je parle pas de ses autres affaires, on est d'accord. Mais à cette époque-là, effectivement, même les journalistes de télé, en fait, avaient cette profondeur. Ce qu'ils n'ont plus aujourd'hui. Aujourd'hui, il manque de la profondeur. Tout est plat, tout est lisse, tout est... Pour mieux les guider et pour les contrôler, entre guillemets, ils sont malléables. Donc, s'ils ne sont pas dociles, voilà, ça ne va pas être possible maintenant. C'est ça, ce qu'on constate. Je referme la parenthèse sur Pascal Praud et Philippe Tesson. Les deux ont la même ouverture d'esprit, c'est-à-dire qu'il invite des gens de gauche, il invite des gens de droite, alors que les gens de gauche n'invitent jamais des gens de droite. Aude Lancelin. Tiens, prenez Aude Lancelin. Voilà. Elle est au Nouvel Obs. Quartier général. Ouais. Attends, mais j'étais au Nouvel Obs, j'étais dans le groupe Perdriel. Je veux dire, j'ai commencé ma carrière avec les Perdriel. Je vois toujours, d'ailleurs, je croise de temps en temps Claude Perdriel et Bénédicte. Et c'est
jamais il lui viendrait l'idée d'accueillir quelqu'un de droite. Vous voyez, c'est un espèce d'entre-soi. Et c'est un côté très bourgeois. Et, Aude Lancelin a un petit peu non, mais je évolué parle pas parce qu'elle a créé son site Quartier Général. Je ne parle pas d'Aude Lancelin en bien particulier, sûr. mais c'est un côté vraiment entre-soi. Et si vous regardez les gens de la France insoumise qui dénoncent la bourgeoisie, non, en fait, ils ne sont que les plus grands bourgeois. Parce qu'ils sont dans l'entre-soi, notamment des médias. Alors que pour moi, quand j'étais à Radio Ici Maintenant, par exemple, on a invité beaucoup de gens. Je me souviens, on avait fait le pied de... Mais combien de fois on avait appelé Mélenchon? On l'avait appelé je ne sais pas combien de fois. Mélenchon refusait de venir. Alors que franchement, la Radio Ici Maintenant n'était pas marquée. Vous comprenez? Mais ce que j'avais comme réponse de son attaché de presse, ce qu'on avait comme réponse, vous n'êtes pas assez important pour nous. J'allais vous le dire, ça ne m'étonnerait pas de... alors que d'autres politiques sont venus, Marine Le Pen est venue, vous voyez, ils ne nous ont pas dit vous êtes des nuls, votre audience ne nous intéresse pas. Vous comprenez? Je trouve ça très méprisant en plus de la part de Mélenchon. Mais on voit qu'il a ce côté... oui, il y a des petites... c'est la petite particularité, voilà. Je l'ai eu. Donc Mélenchon, vous ne l'avez pas, entre guillemets, interviewé. Alors que franchement, j'aurais adoré parce que moi, je trouve qu'il a des coups de génie. Des fois, il sort des trucs... il a des coups de génie. Hein, voilà, on ne peut pas être d'accord ou pas d'accord, peu importe, mais... Enfin, en tout cas, c'est quelqu'un que j'aurais adoré interviewer. Voilà. Mais le fait d'être marqué de droite, ça y est, on n'a plus le droit de lui adresser la parole. Mais c'est grotesque. Les gens de gauche et d'extrême gauche, c'est ça qui est triste avec eux. On revient toujours à ce côté stalinien, vous voyez. C'est très stalinien, en fait, comme méthode. Pierre Jovanovic, l'indépendance des médias, vous y croyez ou pas? Non. L'expérience m'a montré qu'il n'y a pas d'indépendance véritable des médias. En revanche, il y a une indépendance des médias quand il y a des vrais patrons de presse qui les dirigent. Je pense à Tesson, je pense à Perdriel. Perdriel était de gauche, il a toujours été. Et il s'en est jamais caché. Donc sa sensibilité était de dire... mais regardez ce qui s'est passé. Je vous donne un exemple typique. Le matin à l'époque, il y avait à l'Élysée, le secrétaire général de l'Élysée, donc de François Mitterrand, c'était un écrivain, un écrivain niçois, Max Gallo. Oui, Max Gallo, voilà. Max Gallo. Et donc, il est remercié de l'Élysée, et que fait Claude Perdriel? Il l'embauche comme rédacteur en chef du Matin de Paris, donc journal de gauche. Eh bien, la totalité de la rédaction du Matin de Paris s'est mise en grève. Et la moitié des journalistes ont fait valoir leur départ. Attends, c'est même pas envisageable aujourd'hui. Libération nomme un ancien espion du Mossad à la tête du journal français. Ça ne les choque personne. Vous voyez un peu l'évolution? Vous me demandiez quelle était l'évolution. Eh bien, elle est là, l'évolution. C'est-à-dire que tous les journalistes qui étaient au Matin de Paris avaient démissionné. Je me souviens, j'étais en reportage justement à Budapest. Excusez-moi, ça me taraude là. Vous avez parlé donc d'un ancien espion du Mossad à la tête de Libération. Vous parlez de qui là? Dov Alfon. Je pense que je prononce bien. Voilà. Bon, donc vous voyez, c'est la. Et donc lui, vous pouvez donc confirmer qu'il est. Ben, il ne s'engage pas. Je veux dire, c'est de notoriété publique. La question n'est pas là. La question, si vous voulez, c'est que à l'époque, quasiment la totalité de la rédaction du Matin de Paris a démissionné parce que Claude Perdriel avait nommé Max Gallo rédacteur en chef du journal. Et donc là, il disait, bon, le mec, il sort de l'Élysée, tu nous le mets en patron, là, nous, on veut rester indépendants. Et donc, il démissionne. Non mais voilà. Et aujourd'hui, en 2000, je ne sais pas quand il a été nommé, 2018 peut-être, 2019, Libération que plus personne ne lit, hein, à part c'est distribué gratuitement dans les aéroports, les salons de coiffure et les épiceries. Voilà. Eh bien, ils ont nommé un ancien espion du Mossad, je veux dire, qui n'est même pas historiquement de la presse écrite. Vous me suivez? Et ce qui est dingue, si vous voulez, c'est que les journalistes ont accepté, alors qu'ils auraient dû refuser en bloc. Voilà, c'est ça qui me chagrine. C'est pas le fait que Dov Alfon soit... moi, j'ai rien contre lui, je ne le connais pas. Mais
Je vois la différence de réaction, d'indépendance de journalisme, etc. Là, c'est fini, c'est terminé, ça. C'est terminé. En parlant de l'Élysée, il y a une autre séquence qui a fait beaucoup réagir cette semaine. C'est qu'Emmanuel Macron a convié ce qui devait rester secret, voire discret, et ça n'est pas vraiment resté. Ces journalistes. Oh, écoutez, ça se fait depuis, c'est de la tartufferie. Mitterrand faisait ça régulièrement. On a même l'impression qu'il a fait en sorte que ça se veuille discret pour que ce soit mieux répété. Exactement. Macron, il est malin, hein, attention. Hein, il n'est pas né non plus de la dernière pluie. Il les a ridiculisés, ces journalistes. C'est ça qu'il faut voir. Macron les a ridiculisés. Il a montré à toute la France à quel point ils étaient nuls, à quel point ils obéissaient, ils mangeaient dans sa main. C'est ça que Macron a des côtés géniaux, hein, même dans son désastre dans lequel il est en train de mettre le pays. Mais ce qui est marrant, c'est que ça arrive après que RT, vous savez, la chaîne Russia Today, a été fermée. Je trouve ça scandaleux. Voilà, je vais vous faire réagir là-dessus. Absolument scandaleux. Qui est accusé de faire de la propagande, et c'est intéressant parce que RT ne fait pas plus de propagande que France 24, selon vous. Que France 24 et surtout les agences de presse américaines. Hein, parce que s'il y a bien quelqu'un qui fait de la propagande, ce sont bien les Américains, je vous le rappelle. C'est les spécialistes de la guerre des médias. Vous savez, les Américains sont les numéros 1 de la guerre des médias. Voilà. Donc le fait de fermer Russia Today, Macron obéit à ses maîtres américains, il obéit à Washington. À Washington, la CIA lui a dit Russia Today, on n'en veut pas, il faut le fermer, surtout pas. Là, en l'occurrence, ils disent qu'ils obéissent à l'Europe, parce que ce serait une directive européenne. Mais j'estime que Russia Today a le droit de s'exprimer, d'autant qu'ils ont rempli tous les critères pour avoir. Ils étaient validés par l'ARCOM, hein, mais bien sûr, CSA. Exactement, ils étaient validés, donc. Mais ils ont commis une grosse erreur. Cela dit, ils ont embauché. Ils ont embauché les mêmes qu'on voyait avant. Donc déjà, je ne vois pas trop bien où était la différence de l'information. Peut-être une fois ou deux, et c'est tout. Donc je ne vois pas trop bien ce que Russia Today a apporté sur la scène des médias français, pas grand-chose. Mais ce qui est scandaleux, c'est de les fermer, de surtout fermer leurs comptes. C'est dingue. De geler leurs comptes. On se croirait dans un pays africain, quoi, avec un nouveau dictateur. C'est ça qui est dingue. Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous maintenant, parce qu'après avoir dénoncé ce qui ne va pas, les solutions, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les médias soient davantage indépendants ? Alors déjà… Couper leur financement exactement. Déjà la première chose, si vous voulez… en tout cas pour certains. Ah ben complètement. Attendez, mais vous trouvez ça normal ? Vous avez des entreprises, des milliers d'entreprises, des restaurants… Je ne parle même pas d'entreprises, on va parler de restaurants, des boulangers, tiens, parce que c'est l'actualité. Ils n'arrivent pas à payer leurs factures en fin de mois. Ils ne sont pas subventionnés par l'État, alors qu'un journal qui ne vaut plus rien, qui s'appelle Libération, lui est vraiment payé grassement, reçoit des millions. C'est le cas également du Parisien, en plus qui appartiennent à des milliardaires, c'est ça qui est extraordinaire. Ils reçoivent des millions de la part de l'État. Patrick Drahi pour Libération, c'est ça si je ne me trompe. Patrick Drahi, voilà. Et le Parisien, c'est Bernard Arnault, c'est ça ? C'est ça. Donc c'est absolument pas normal. Mais c'est véritablement pas normal. Un média doit vivre de la publicité. Point. Et de rien d'autre. Ou de ses abonnements. Ou abonnements et publicité. Ce qui était la chose la plus fréquente. Vous prenez par exemple le Télégraphe de Londres ou le Daily Mail. Le Daily Mail vit de la pub et de ses abonnements. Et c'est tout. Ils ne sont pas spécialement aidés. Je veux dire, les Anglais, ça ne viendrait même pas l'idée d'ailleurs. Et c'est comme ça d'ailleurs que leur succès est sanctionné ou pas, dans le bon ou dans le mauvais sens. Mais bien sûr, mais évidemment. Je veux dire, Libération se moque éperdument de savoir si… vous savez… Parlons même pas de l'Humanité, qui est encore financée… voilà, l'Humanité… Personne n'achète l'Humanité. Moi, j'aime bien discuter avec les marchands de journaux. Hein. Ça, c'est Philippe Tesson me l'avait appris. Chaque fois qu'on sortait d'un restaurant, vous voyez, on avait interviewé quelqu'un. Dans les kiosques. Alors, voilà, puis ensuite on marchait sur l'avenue, puis on allait voir les kiosques, puis il allait serrer la main au vendeur de journaux, lui glisser un petit billet. Et alors, bien entendu, il était fier, alors, mettait le quotidien tout en avant, etc. C'était vraiment, c'était folklore, quoi. C'était vraiment sympa. Mais le journal doit vivre de ses lecteurs. Vous savez, on ne devient pas écrivain parce qu'on décide, oui, je suis écrivain, j'écris un truc. Non, c'est le public qui sanctionne. C'est le public qui décide si vous allez devenir un chanteur à succès
On a parlé de Paul Narev tout à l'heure. Si vous allez devenir un écrivain à succès, on parle de Bernard Werber, qui est détesté de toute la critique, par exemple, hein, voilà, ou de Beigbeder, qui lui, voilà, ce sont des écrivains. Mais c'est le public qui les a fait écrivains et personne d'autre. C'est la même chose pour la presse. C'est le public qui définit si... D'ailleurs, vous savez, il n'y a que 2 titres qui sont... D'ailleurs, c'est 2 titres que j'achète régulièrement. C'est Paris Match et surtout le Figaro Magazine. Le groupe Le Figaro, Figaro Magazine, Figaro Madame. Voilà, c'est la famille Dassault, le Figaro. Oui, mais le Figaro, il tient la route. route. Attendez, le Figaro Magazine, il tient encore la route. Alors qu'auparavant, vous avez l'Express... Paris Match, ça tient encore la route, ouais, d'après vous? Non, mais moi, je regarde... vous savez, je regarde les... Paris Match, si vous voulez, ça vous donne... Quand on voit les articles de BHL dans Paris Match, je me demande parfois où est le journalisme. Mais non, mais il n'y a pas de journalisme. C'est un prêt de voix. C'est un prêt de voix, vous le savez très bien. C'est comme il officie également au Point. Mais le Point, aujourd'hui, est totalement sur la ligne de Washington. Je veux dire... non, parce que l'ancien ambassadeur... 25 une contre Erdogan. En effet, ils ont fait... de France 25 aux États-Unis contre Erdogan, est devenu chroniqueur au Point. Ouais, voilà. Parce qu'ils sont sur la ligne Washington-Tel Aviv, quoi. Bon, c'est normal avec Barnard, avec BHL. C'est tout à fait normal. Un journal ne devrait pas être subventionné par l'État. Sinon, c'est le journal officiel. Et c'est ce qu'on a aujourd'hui. Pour voir la suite de l'émission, sans aucune censure, merci de vous abonner à la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Utréon depuis le lien en description sous cette vidéo.